En route pour demain, avec Laure Foulquier sur BFM Business et Tech & Co. Le mondial de l'auto fait son grand retour à Paris avec de nombreux constructeurs présents. On fait le tour des nouveautés dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, sur BFM Business et Tech & Co. Nous sommes à la journée presse en ouverture de ce mondial de l'auto à Paris avec un programme bien plus chargé qu'il y a 2 ans. Cette édition 2024 voit le retour de nombreuses marques comme Ford, Skoda et Audi. Le salon du renouveau en quelque sorte au moment où l'automobile fait face à de nombreux défis, en Europe particulièrement. Pour ce premier numéro dédié au mondial de l'auto d'En route pour demain, nous avons décidé de nous consacrer à 2 constructeurs français, Renault et Stellantis. Mais en attendant, on retrouve Julien Bonnet avec le commissaire général de ce salon, Serge Gachot. Oui, je suis avec Serge Gachot, directeur général de ce mondial de l'auto 2024. Bonjour Serge. Oui, bonjour Julien. Donc on sait un secteur automobile qui est actuellement plutôt en crise, surtout en Europe, mais quel message d'espoir peut selon vous apporter justement ce salon ? Écoutez, je vois que des sourires depuis le premier jour du salon. On a 50 marques automobiles, 50 premières mondiales européennes. Je vois énormément de passion, de joie dans l'exécution des modèles, beaucoup de techno aussi. Il y a une foison de nouveaux produits, notamment en France, des marques françaises, électrifiées. Donc je pense que on a pris le virage de l'électrique, on avance, on n'est pas encore à une parité de prix électrique thermique à taille égale, mais je dirais que là l'offre devient très intéressante et tous les segments pratiquement du marché sont couverts. Oui, c'est ça qui est intéressant de suivre. Et puis un salon du renouveau en quelque sorte. Et finalement, on va être un peu chauvin, mais il y a les marques françaises qui ont des belles nouveautés. Mais il y a aussi, comme vous l'avez rappelé, énormément de constructeurs étrangers. Finalement, ce mondial de l'auto, il n'a jamais été aussi mondial. Oui, c'est vrai. Alors, il porte très bien son nom parce qu'on a des marques automobiles de tous les pays, je dirais, producteurs de voitures. On a des marques françaises, italiennes, allemandes, américaines, japonaises, coréennes, chinoises, anglaises, suisses et même turques. Oui, donc le mondial porte son nom, une diversité très bien représentée. On est devenu là, maintenant il y a un grand rendez-vous international automobile en Europe par an, donc c'est nous au mois d'octobre les années paires et Munich au mois de septembre les années impaires. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes ici sur le stand de Renault avec toute la gamme du constructeur que les visiteurs vont pouvoir découvrir, avec notamment la nouvelle R5 qui démarre tout juste sa carrière avec des livraisons prévues d'ici la fin de l'année. Mais la grosse nouveauté, c'est la nouvelle Renault R4 que Julien Bonnet a pu découvrir avec Jean-David Duhart. C'est la suite logique après la renaissance de la R5. Renault fait revivre un autre de ses modèles mythiques en version 100% électrique. On découvre aujourd'hui la nouvelle R4 ou 4L. Un petit SUV qui veut finalement apporter à ses utilisateurs une certaine polyvalence comme son illustre ancêtre. On retrouve ainsi un format assez compact, plus grand que la R5, mais on reste sur un petit gabarit avec 4,14 m et seulement 1,80 m de large et 1,57 m de haut. Les passagers à l'arrière vont bénéficier d'un peu plus d'espace que dans la R5, 8 cm en plus exactement. Et les 12 cm supplémentaires au niveau du porte-à-faux arrière vont eux bénéficier au volume de coffre. Un coffre qui reflète complètement cette volonté de polyvalence. Cette nouvelle R4, elle doit être adaptée à la fois au trajet du quotidien, mais également aux escapades en famille le week-end. Et ce coffre dispose également d'une très bonne accessibilité avec un seuil de chargement très bas à 61 cm et ça malgré une garde au sol qui elle est relevée par rapport à la R5 puisqu'on est à 18 cm. Cette R4 elle a 68% de pièces en commun avec la R5. Les 2 véhicules ils sont produits dans le nord de la France, donc la R5 à Douai et cette R4 elle sera produite elle à Maubeuge. Et ils partagent aussi la même plateforme Ampere Small dédiée aux petits véhicules électriques du groupe Renault. Et tout cela va permettre globalement de réduire les coûts. Ça n'empêche pas cette Renault 4 e-Tech d'avoir sa propre personnalité, avec ces éléments qui vont forcément rappeler le modèle d'origine. Déjà au niveau du capot, très horizontal et qui plonge sur une calandre qui est elle, très verticale, où on retrouve cette forme de la 4L d'origine. Dans les autres petits détails qui rappellent son ancêtre, on peut citer la vitre de custode ou encore les feux à l'arrière. Détail assez moderne pour terminer cette présentation de l'extérieur. Cette R4 sera tout simplement la première Renault à avoir un logo lumineux. On
On découvre un intérieur finalement très proche de celui de la R5 mais qui est très réussi, donc c'est vraiment pas un problème, et notamment avec cette même architecture au niveau des écrans. Le gros plus, c'est qu'on pourra disposer d'un toit ouvrant en toile avec la version plein sud qui est en fait un hommage à la R4 plein air. On retrouvera également la même offre de batterie avec une grande batterie 52 kWh associée au moteur 110 kW, donc 150 chevaux pour environ 400 km d'autonomie. Et une version avec une plus petite batterie 40 kWh pour environ 300 km d'autonomie annoncée. Ce qui m'amène aussi à vous parler à une autre différence intéressante avec les R5. On retrouve ici des petites palettes derrière le volant dont ne dispose pas la nouvelle Renault 5. Des palettes qui vont me permettre de régler le niveau de freinage régénératif et même d'aller jusqu'à un one pédale. Donc on se sert uniquement de la pédale d'accélérateur. La décélération elle est tellement forte lorsqu'on la relâche qu'on peut aller jusqu'à l'arrêt total, et ça sera tout simplement une première au sein du groupe Renault. On poursuit la découverte de cette nouvelle R4 avec Bruno Vanel, directeur produit chez Renault. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc finalement, vous la présentez au Mondial de l'Auto au moment du lancement commercial de R5. Quelle complémentarité entre ces deux modèles au sein de cette nouvelle gamme électrique chez Renault? Alors celle-ci, même si la base est commune, a été complètement repensée pour avoir un esprit totalement Renault 4. La Renault 4, c'est la voiture à vivre, c'est l'esprit de liberté, c'est beaucoup plus de modularité, d'habitabilité, de fonctionnalité à l'intérieur. Donc on va avoir une voiture qui a plus de place pour les passagers à l'arrière, beaucoup plus de coffres, plus de 400 litres de coffre, un plancher totalement plat. La Renault 4 avec un seuil de chargement très bas, c'est une vraie Renault 4. Un siège passager qui se rabat, donc on va rentrer des étagères assez longues de plus de 2 mètres. Et puis cet esprit de liberté, cet esprit plein air avec ce toit qui ouvre complètement, qui permet de se tenir debout même à l'arrière. Donc une totale complémentarité, une vocation presque tout chemin avec cette garde au sol. Oui, complémentarité. Et donc, pour en savoir un petit peu plus sur la suite du calendrier, quand est-ce que vont démarrer les commandes et les livraisons? Alors très simple, autour du printemps 2025 pour la commercialisation, et puis dans quelques semaines on pourra peut-être commencer à prendre les commandes. On peut déjà réserver sa voiture pour être prioritaire grâce au AirPass, mais je dirais commercialisation au printemps, les premières livraisons. Et bien sûr, ce qu'on attend de savoir, vu qu'on vient de découvrir un peu la grille tarifaire de la R5, cette R4 elle se positionnera comment? Alors elle est plus habitable, plus grande, avec plus de fonctionnalités encore qu'une Renault 5. Alors je dirais 5 plus 1 ça fait 4. Donc elle se positionnera un petit peu entre la Renault 5 et la Mégane électrique, puisqu'elle sera toute électrique, et c'est une voiture qui sera autant polyvalente que la première R4, donc urbaine, routière, mais qui offrira de nombreuses fonctionnalités. Mais toujours avec cet objectif quand même d'avoir une tendance à la baisse des prix sur l'électrique, c'est vraiment ce qu'on attend, surtout avec un bonus 2025 encore Je crois incertain. qu'on l'attend, voilà, et on restera raisonnable par rapport au contenu remarquable de cette voiture. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes maintenant sur le stand Dacia et la grosse nouveauté, c'est le Bigster. C'est bien ça, Julien? Et oui, Laure, ce Bigster, ça traduit finalement la hausse des ventes ces dernières années de la marque roumaine du groupe Renault. Et donc, ça vient concrétiser cette volonté de proposer aujourd'hui un SUV familial. On est un cran au-dessus du Duster, 4,57 m et un volume de coffre très important avec 650 litres. Et on va aussi trouver des équipements qui n'étaient pas proposés jusqu'ici chez Dacia, comme le régulateur adaptatif, les réglages de sièges électriques et même un compartiment réfrigéré sous l'accoudoir donc pour les passagers à l'avant. Un modèle qui sera proposé avec des motorisations entièrement électrifiées, c'est aussi une tendance assez forte et assez marquante de le voir chez Dacia. Et donc on aura de l'hybride léger, de l'hybride classique, et ça va même concerner la bicarburation EcoG, donc l'hybride on va dire essence GPL, qui lui aussi va retrouver un petit soutien électrique. Et on peut se dire que ça tombe plutôt bien avec le malus 2025 et des années suivantes qui vient d'être annoncé. Et donc moins d'émissions de CO2, a priori c'est bien pour la planète, mais c'est aussi bon pour le portefeuille, avec moins de risques pour les clients de payer une lourde surtaxe à l'achat. Et côté prix, Dacia d'ailleurs tient à rester sur des prix très abordables. On n'a pas encore les prix définitifs, mais ce Bigster il démarrera à 25 000 € sur les versions en hybride léger, et avec l'hybride full hybride, l'hybride classique, on sera d'après eux sous les 30 000 €.
Merci beaucoup Julien et tout de suite on file chez Alpine. Autre marque du groupe Renault, nous voici maintenant chez Alpine et on peut dire que la petite A110 qui a longtemps été seule a maintenant un petit peu de compagnie. Oui, complètement. En fait, juste derrière nous, il y a l'A290 qui est la cousine sportive en fait, de la Renault R5 100% électrique et par définition la première voiture aussi 100% électrique signée Alpine. Donc côté performance, elle peut être équipée d'un moteur 220 chevaux et donc ça c'est quand même beaucoup plus que les R5 qui doit se contenter de 150 chevaux, mais on a toujours la même batterie 52 kWh et ça va donner un 0 à 100 en 6,4 secondes, donc c'est 1,6 de mieux que la R5. Mais la vraie star du stand Alpine, c'est le concept A390 Beta qui n'est autre qu'un avant-goût d'une révolution à venir pour la marque, un SUV 100% électrique, un prototype que tu as pu découvrir en avant-première avec Jean-David Duhart. Ce concept Alpine A390 Beta, il préfigure tout simplement le futur SUV de la marque sportive du groupe Renault. Alors Alpine parle plutôt de fastback avec cette silhouette très coupée et une garde au sol qui reste assez basse, mais ce qu'il faut retenir c'est que ce sera aussi le deuxième modèle 100% électrique de la marque de Dieppe après la petite A290 qui reprend elle l'architecture de la R5. Sur le design extérieur, les choix sont assez osés sur ce concept avec une face avant qui est inspirée du concept Alpenglow et un arrière futuriste avec un diffuseur mobile notamment et ces petits logos lumineux. L'ouverture des portières antagonistes permet de découvrir un habitacle ultra moderne. Avec ces sièges à l'avant qui peuvent basculer en position et fin, il profite aussi d'un appui-tête optimisé pour une ambiance sonore haut de gamme. Et à l'arrière, cette banquette toute recouverte de blanc joue avec les ressemblances avec l'univers de la montagne, bien sûr, cher à Alpine. Le modèle de série qui découlera de ce concept sera présenté courant 2025 et on en parle tout de suite avec Anthony Villain, directeur du design Alpine. La philosophie, elle est assez simple derrière ce concept, c'est de délivrer pour 5 personnes la même expérience que dans une A110. C'est le principe de base. Évidemment, la silhouette va être nouvelle. On va avoir une silhouette de sport fastback, c'est-à-dire sculptée par le vent, par la fluidité, par l'aéro, des attributs sportifs, des clins d'œil à la 110, mais évidemment encore de nouveau pour 5 personnes. On l'attend un peu depuis un moment ce SUV coupé Alpine, bon, même si vous le présentez comme fastback, on sait que le débat il revient souvent, SUV Alpine et Alpine, est-ce que c'est pas juste incompatible pour une marque qui mise historiquement notamment sur la légèreté ? Alors, ce n'est pas un SUV, parce qu'un SUV c'est vraiment un objet pour aller faire du tout-chemin, embarquer énormément de matériel à bord, ça vient vraiment des marchés américains. Ici aujourd'hui on a une silhouette qui est sur les 5 places, une batterie en skateboard en dessous qui amène un centre de gravité très bas et des performances qui sont vraiment pour la route et pour des performances sportives. Au niveau de la masse, aujourd'hui, oui, il y a une batterie, mais qui permet aussi d'avoir une expérience de conduite nouvelle dans le monde électrique. La voiture elle est équipée de 3 moteurs, un à l'avant, 2 à l'arrière, et on peut piloter chacun des moteurs indépendamment. C'est-à-dire que chaque roue peut avoir sa propre gestion du couple. Ce qui fait qu'en conduite, la masse disparaît complètement, l'inertie disparaît complètement. Ça permet d'avoir une agilité qui est incroyable, et c'est cette technologie qu'on utilise pour avoir cette expérience de conduite de la 110. Finalement, ce prototype, est-ce qu'il est assez proche de sa version de série ? Alors, comme pour la 290 Beta, on a la même recette. L'extérieur est extrêmement proche du véhicule de série. On parle de 85%. Ça veut dire qu'il y a quelques éléments qui sont propres au concept car dans les finitions. Dans certains éléments, par exemple, il n'y a pas de pied B. On peut ouvrir les portes et voir tout l'intérieur. Donc l'extérieur est extrêmement proche. L'intérieur, lui, c'est une exploration complète. C'est plutôt un champ d'innovation pour nous en termes de matériaux, en termes de philosophie. Donc je dirais que l'extérieur c'est pour demain, l'intérieur c'est pour après-demain. Pour les parties actives qui sont présentes sur la voiture, on les travaille plutôt pour le futur de nouveau. On les expérimente sur ce véhicule. À l'arrière, les extensions des feux et du diffuseur sont extrêmement efficients en termes de traînée pour réduire la traînée et donc augmenter l'autonomie de la voiture. Donc ce sont des systèmes qui nous intéressent. C'est pour ça qu'on le démonte sur cette voiture. Sur la voiture de série, ces systèmes ne seront pas actifs. Mais encore une fois, c'est un laboratoire également pour le futur.
On est ici chez Peugeot avec plusieurs modèles 100% électriques, mais la grosse nouveauté, elle se trouve derrière nous. Alors Julien, qu'est-ce que ça donne ? Oui, alors en fait c'est la 408 qui n'avait pas encore le droit à sa version 100% électrique. Elle a été dévoilée en ouverture de ce mondial de l'auto et c'est vrai qu'elle rejoint donc la gamme 100% électrique qui est ici en plus décorée d'un habillage bleu, blanc, rouge parce que c'est pour souligner que les modèles qui sont exposés ici, ils sont fabriqués en France. Donc on va retrouver notamment la 308, le 3008 et le 5008 donc qui lui aussi est disponible en électrique et avec une version 7 places, ce qui est quand même assez rare sur le segment. Et pour un côté plus futuriste sur le stand Peugeot, on retrouve avec plaisir le concept Inception qu'on avait déjà vu, mais pour la première fois, on va pouvoir tester sur un simulateur ce fameux volant rectangulaire qui va intégrer dans quelques années la gamme Peugeot et donc qui fait beaucoup parler sur cette forme notamment. Mais il me semble que si on veut une voiture plus abordable, il faut plutôt se tourner vers du côté de Citroën avec la nouvelle IC3 que tu as eu l'occasion de tester dans En route pour demain déjà. Bah oui, complètement, c'est ça. C'est qu'en fait, le stand d'à côté, c'est Citroën et on retrouve donc cette Citroën IC3. Donc vraiment la volonté de la marque française de proposer un modèle abordable. Alors abordable sera plutôt sur la version thermique malheureusement parce qu'elle démarre à 15 000 € avec le PureTech 100 chevaux et la version électrique c'est plus 23 300 €, mais avec le bonus écologique qui fait descendre la note sous les 20 000 €. Il y a déjà quand même ce principe de proposer une voiture fabriquée en Europe, c'est pour ça qu'elle bénéficie du bonus et qui est quand même sous les 20 000 € pour un véhicule on va dire citadin mais qui se veut polyvalent. Merci Julien. Tout de suite, on file du côté de chez Alfa Romeo. On est maintenant chez les Italiens d'Alfa Romeo, une marque du groupe Stellantis avec un nouveau modèle qui fait beaucoup parler de lui. C'est ce nouveau SUV 100% électrique. Oui, c'est ça. Donc on le rappelle, Alfa Romeo, marque du groupe Stellantis. Donc ce Alfa Romeo Junior, en fait, c'est un cousin du Peugeot i2008 ou encore du Jeep Avenger. Et c'est vrai qu'il reprend quand même les codes design d'Alfa Romeo avec cette fameuse calandre en V. Et puis il faut rappeler qu'il a connu un début de carrière assez mouvementé parce qu'à la base il s'appelait Milano et finalement ça a fait polémique en Italie parce qu'il est produit en Pologne. Et donc ça, pour une Alfa Romeo, ça a fait un petit peu scandale. Et donc Stellantis a rapidement changé le nom, mais c'est assez rare quand même dans l'histoire de l'automobile d'avoir un véhicule qui a commencé avec un nom et qui en 2-3 jours suite au scandale s'est appelé donc finalement de Milano à Junior. Donc après on le rappelle, donc c'est un petit SUV format 4,17 m et finalement ça symbolise aussi le retour d'un petit modèle dans la gamme Alfa Romeo. Chez Alfa jusqu'ici il y avait la grande berline, la Giulia, les deux SUV, le Stelvio et le Tonale, mais finalement les propriétaires d'Alfa Romeo Mito ou de Giulietta, ils avaient plus la petite Alfa Romeo finalement assez pratique pour circuler en ville notamment. Et donc la réponse de Stellantis c'est avec ce Junior qui est disponible donc en 100% électrique mais également en version hybride. Merci beaucoup Julien et merci à vous de nous avoir suivis. Ce numéro d'En route pour demain touche à sa fin, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro dédié au Mondial de l'Auto. Ce sera cette fois-ci un focus sur les marques chinoises. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.